contexte précis, vous le connaissez, c'est celui, on en a parlé hier, de comment réexpliquer le modèle économique. Comment faire de nos modèles économiques d'ACI Cocagne une force et non pas une suspicion. Donc on a un contexte du rapport IGAS, Philippe, je crois, reviendra dessus, qui a remis en cause le modèle économique des ACI, très clairement. Le ministre est venu, lui, le 22 juin, on en a parlé hier, il a redit sa conviction personnelle que les ACI étaient certainement hors cadre de l'IAE, dès lors qu'elles avaient des activités d'économie sociale et solidaire dites prépondérantes. Si je résume un peu la pensée, depuis le cabinet du ministère nous dit mais non, il n'a pas de ça. En tout cas, où c'est enregistré. Donc, on sait ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, il y a une remise en question du modèle des ACI qui ferait donc autre chose que de l'insertion, par exemple, de l'économie sociale et solidaire. Et que ça serait très bien, mais que c'est pas pour ça que le ministère de l'Emploi finance les ACI. On s'est fait imposer, par ailleurs, à l'intérieur du monde des SIAE, on s'est fait imposer très clairement un débat sur marchand non marchand. Je vais en témoigner ici à plusieurs, nous sommes 9 organisations. La Fédération des entreprises d'insertion, pour ne pas la nommer, nous a clairement dit qu'on ne commencerait à discuter de l'IAE que quand on aura éclairci le sujet marchand non marchand. Donc on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. De toute évidence, pour ça je parle de la réunion du 11 septembre dernier, c'est assez récent, il y a eu d'autres réunions, il fallait qu'on se justifie sur le positionnement marchand-non marchand. On a fini par comprendre que derrière ce sujet-là, il y avait semble-t-il des déloyautés de prix sur certaines activités, des espaces verts par exemple, ou autres, et que les entreprises d'insertion souhaitaient que les choses soient rappelées, qu'effectivement il ne pouvait pas y avoir de prix plus bas que le marché, tout ça sur un fond de recrutement qui les rapprocherait du recrutement, etc. Donc, ce débat a été considéré comme le débat, la mère de tous les débats, et il fallait y répondre, et les ACI étaient mis en critique pour qu'évidemment nous sommes plusieurs dans le chantier école et nous à refuser de se faire enfermer dans un débat marchand-non-marchand. Je crois qu'on va en reparler. Donc on a besoin d'une doctrine renforcée et réexpliquée, et Ruth Manley, ici présente, qui a réalisé un mémoire avec vous, les Jardins de Cocagne, va intervenir sur ce sujet, tout comme Philippe Hainaut, qui est professeur à Paris 1, et qui reviendra aussi sur ces enjeux. Le CINESI, notre syndicat de branche, a publié un portrait économique de la branche des ACI la semaine passée. Vous l'aurez prochainement, ils l'ont pas encore diffusé. Les résultats sont quand même assez frappants. Ils se sont fait accompagner à partir des réponses qu'ils ont obtenues sur 1300 ACI, pas les réponses qu'ils ont obtenues, sur 1300 ACI. Ils en identifient 465 qui sont sur les sujets agriculture-environnement. Il faut en rajouter 75 sur alimentation-resto, 144 sur travaux agricoles. En gros, ça fait une cohorte de 660 ACI sur 1300 qui sont sur les métiers de l'environnement, de l'agriculture et de l'alimentation. C'est énorme. C'est déjà très surprenant. Dans ce portrait économique, pour finir la mise en contexte, ils identifient les modèles économiques des structures. Ils identifient notamment 500, bon, ça fait 1 milliard de budget global, et 534 millions pour la branche agriculture-environnement. C'est une activité de produits d'exploitation. Sur ces 660 structures qui produisent 534 millions de produits d'exploitation, je vous donne envie pour le résultat net final de toutes les structures consolidées, 200 000 euros. Voilà, donc pourquoi? Parce que c'est une branche, sur 534 millions de produits d'exploitation obtenus par les structures, au final, il y a un bénéfice net, un résultat net de 200 000 euros, c'est-à-dire rien, quoi. Donc, et le panel montre qu'au moins 50% des structures se déclarent en déficit d'exploitation, 32% au moins en déficit réel à la fin de l'année, une fois comptabilisé un certain nombre de subventions obtenues, ça fait quand même beaucoup de structures qui sont en situation de grande fragilité économique. Voilà. Donc ce portrait économique est lourd de conséquences. Ce n'est pas les mêmes ratios pour les ACI qui sont sur le service à la personne, etc. Pourquoi? Parce qu'on voit bien dans les modèles que CINESI a mis en évidence qu'il y a au moins 200 millions pour l'année 2022, 200 millions d'euros d'investissement dans ces ACI-là, dont la moitié sur fonds propres. Donc c'est des structures qui nécessitent des investissements lourds, et évidemment, les résultats sont quasi nuls ou négatifs. Voilà, donc on affinera avec le CINESI ce portrait économique. Ça nous donne des billes pour expliquer quand même que d'une part, on ne fait pas du bénéfice avec les fonds publics qu'on touche, et
D'autre part, on contribue à une activité extrêmement productive et qui nécessite de grands investissements. Voilà, donc on commence à y voir un peu plus clair pour pouvoir répondre à M. Dussopt. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir quand même lui répondre sur des points un peu précis. Donc je vais laisser la parole à Ruth Manley qui va nous expliquer un peu le travail que tu as mené. C'est un moment très utile et pour nous parce que c'est en fait un retour d'analyse des jardins de cocagne, puisque tu as dû interviewer une quinzaine, je crois, au fond peut-être moins, de jardins de cocagne, une dizaine de jardins de cocagne, ici présents, hein, certainement, avec un guide d'entretien, avec des questions pertinentes. Je crois que parmi les questions, il y avait « si vous n'existiez pas, qu'est-ce que la société perdrait ?» par exemple. Donc des entretiens qualitatifs, ouverts, hein, avec des réponses beaucoup plus précises sur leur modèle économique. Et tu as voulu essayer de répondre à cette problématique, en quoi le modèle socio-économique et hybride de nos ACI, sur différents types de ressources, leur permet de conduire leur mission spécifique. Leur mission spécifique étant l'insertion par l'activité économique, avec des enjeux transitionnels, notamment sur l'écologie, etc. Donc, en quoi ces modèles-là permettent effectivement d'atteindre ces objectifs et ces missions. On te remercie beaucoup du travail que tu as fait, qui va donc être immédiatement réutilisé par nous-mêmes pour pouvoir essayer de mieux expliquer comment on fait de l'économie et pourquoi il faut soutenir cette économie spécifique et qu'elle ne peut pas être caricaturée à travers des logiques binaires, marchand non marchand, public privé, etc., etc. Donc on va te laisser présenter les résultats de ton mémoire. Et puis je pense qu'on pourra ouvrir aussi des questions avec la salle, puisqu'il y a un certain nombre de jardins qui ont répondu et qui sont intégrés directement à ta recherche. Je te laisse la parole. Merci Julien. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, dans ce moment de mise en cause des ateliers et chantiers d'insertion, je vais vous présenter en quoi le modèle de jardin de cocagne est intéressant. Alors je vous apprends rien, hein, mais ça fait peut-être plaisir longtemps quand même. Bon, avant que je commence, l'idée c'est pas de dire qu'il n'y a qu'un modèle cocagne, vous faites tous pareil. C'est pas non plus pour dire que le modèle est parfait, que tout va bien dans le jardin. L'idée, c'est plutôt d'illustrer que même si on peut avoir des problèmes financiers, ce n'est pas un problème du fondament du modèle socio-économique associatif des ateliers et chantiers d'insertion, malgré ce qu'on laisse croire aujourd'hui. Et puisque j'ai eu la chance de parler avec des salariés en insertion de jardin, donc à Portée-de-Main à Dunkerque et Graine-en-Main au Havre, je vais raconter le modèle de leur point de vue. En affichant quelques exemples de leurs mots derrière. Alors, on ne sait pas coordonner avec Christophe, mais je pense qu'on va réussir. Bon, disons que nous avons une salariée en insertion très éloignée de l'emploi. Peut-être qu'elle remplisse tous les cases, peut-être qu'elle a des blocages moins visibles. Peu importe sa difficulté, peu importe sa capacité de travail, le jardin peut s'adapter à ses besoins. Le jardin de cocagne peut l'accueillir. Donc il n'y a pas ou il y a peu de sélection à l'entrée parce que il y a peu de prérequis pour faire du maraîchage et il y a aussi une volonté militante d'accueillir tout le monde dans le jardin. Ce n'est pas le cas de tous les structures d'insertion et même pas tous les ACI. Et ce qui permet financièrement cet accueil presque en conditionnel, c'est évidemment l'aide au poste. Donc normalement, le jardin peut accueillir autant de personnes en difficulté qui est permise par son conventionnement. Donc notre salariée en insertion est accueillie. En plus, elle reçoit un accompagnement qui va au-delà de la mission d'insertion de base de faciliter l'accès à l'emploi et à la formation, puisque le jardin fait du cas par cas dans l'accompagnement et dans l'activité. Donc la salariée en insertion profite d'une présence constante et sur place des encadrants et des accompagnateurs, ce qui facilite donc leur accessibilité et la construction des relations de confiance. Les conditions de travail sont aussi adaptées à ces besoins. Donc, il y a des contrats à temps partiel, évidemment, mais aussi l'adaptation des horaires, des tâches, des rythmes, etc. En plus de tout ça, les salariés auraient sans doute accès à d'autres activités qui favorisent son retour à l'emploi, des stages, des ateliers, puisque les jardins expérimentent souvent des dispositifs innovants sur l'insertion.
comme fait pousser dans l'emploi, premiers en chantier, pour donner quelques exemples répandus sur le territoire. Et tout cet accompagnement et encadrement est financé par des subventions publiques, notamment en dehors de l'aide au poste, donc des collectivités territoriales variées et, ou du FSE, du Fonds social européen. Et voilà, donc ça fait beaucoup de financement public dans une jardin de cocagne, alors que vous vendez des légumes, donc vous ne devez pas être très efficace. C'est la reproche que vous connaissez peut-être. Et la réponse c'est si, on est efficace sur justement tout ce qu'on vient de dire là, et c'est parce qu'on a des subventions. La notion d'efficacité est souvent comprise comme l'efficacité marchande, qui veut le modèle productiviste de l'entreprise, c'est-à-dire performance, productivité, réduction des charges. Et du coup, le coût de l'accueil conditionnel, de l'accompagnement renforcé et l'adaptation des conditions de travail ne peut pas être couvert par le marché. Ça va à l'encontre de sa logique. C'est pourquoi, dans les entreprises d'insertion, on va avoir beaucoup moins de personnes très éloignées de l'emploi, moins d'accompagnement et des conditions de travail plus standards. C'est pas pour dire qu'elles font mal leur travail, c'est juste pour dire que malgré la rhétorique du moment, ce n'est pas le même travail que les ACI. Donc, si on peut, si on veut maintenir les missions très sociales des jardins de cocagne, il faut financer une grande partie de cette activité avec des ressources non marchandes de la redistribution. Donc, redistribution qui reste un principe économique, mais plus en lien avec les finalités sociales qui sont communes aux jardins et aux pouvoirs publics qui organisent pour la grande part cette redistribution. D'accord, donc si votre travail est si social, pourquoi vous commercialisez votre activité? Ça crée de la concurrence déloyale, c'est pas juste, c'est un détournement de l'argent public, c'est le reproche de l'autre côté du balance que vous recevez sans doute aussi. Et là encore, on est victime d'une conceptualisation de l'économie et de l'activité économique comme égale au marché lucrative, à libre concurrence, réglée par l'optimisation de l'offre et la demande. Ce n'est pas l'objectif de l'intégration marchande du jardin de cocagne. Le marché n'est qu'un moyen pour servir les finalités sociales. Mais c'est un moyen important. Donc, retournons à notre salarié en insertion. Elle produit des légumes biologiques sur une ferme diversifiée, peu mécanisée, à taille humaine. Et elle vend ses légumes à des adhérents, au marché, aux épiceries, à des ménages à faible revenu, dans le cas des paniers solidaires. Et le fait de commercialiser ces activités-là, ça la forme, ça la valorise, ça la responsabilise, ça la met dans des vraies conditions du marché du travail. Et c'est important puisque l'idée, c'est pas de créer un système à part pour elle, c'est de l'inclure dans le système global. Donc c'est aussi en se positionnant dans le marché que le jardin de cocagne réussit à le transformer. Ce que vous faites, justement à travers ce travail d'annonciation, en rendant le marché plus inclusif, mais aussi en créant ce qu'on pourrait appeler des marchés encastrés sociopolitiquement. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires du jardin de cocagne, le chiffre d'affaires marchande, c'est en effet issu des marchés qui sont protégés des règles du marché libéral. L'achat est motivé par les considérations écologiques ou sociales, en plus du comportement typique marchand de vouloir accueillir un bien ou un service. Donc ça peut être en mobilisant des ressources, en complétant les ressources marchandes avec des ressources de la redistribution, des ressources non marchandes pour adapter ses tarifs et rendre accessible son produit. C'est le cas des paniers solidaires. C'est une manière de démarchandiser l'activité. Une autre manière, qui est au cœur du modèle de cocagne, même si c'est en base, c'est de compléter les ressources marchandes avec le principe de la réciprocité avec des citoyens.
donc les adhérents. Donc le niveau de marchandisation, ça dépend en fonction de la relation qu'on a avec les clients et les conditions de vente. Ça va de la vente aux épiceries, aux restaurants, qui représentent des relations de marchandisation assez fortes, assez classiques, jusqu'à l'engagement hebdomadaire, l'engagement à un panier hebdomadaire avec des personnes qui sont adhérentes, impliquées dans le projet. Et là, les relations de réciprocité vont primer sur les relations marchandes. Et plus on réussit à démarchandiser les relations, plus on se protège, et plus on protège les salariés en insertion, puisque ce sont des relations économiques plus sûres, plus prévisibles et plus bienveillantes. Et j'ai une citation des salariés. Et puis, accessoirement, ça nous sort de la concurrence aussi. Donc le marché a tout sa place dans le modèle Jardin Cocagne, et les Jardins de Cocagne créent leur place dans le marché avec les citoyens, avec les pouvoirs publics, qui sont des relations qui vont au-delà qui sont plus que les simples clients. Et ça, c'est l'agent du haut fait qu'on est sûr que les jardins ont un objet de production à finalité sociale en plus de l'objet de l'insertion. Donc à travers ces activités, notre salarié en insertion, elle œuvre pour conserver l'agriculture biologique et paysanne, pour préserver l'environnement, l'espace naturel, pour donner accès aux légumes sains, respectueux de l'environnement aux habitants locaux, y compris certains qui n'auraient pas accès autrement. Donc les jardins ont un impact très fort sur la transition écologique et sociale. Et en plus, ils rendent les salariés en insertion acteurs de cette transition, au même titre que les bénévoles, les autres salariés, les adhérents, les partenaires. Ça renforce l'impact du jardin, même sur le travail de l'insertion, puisque ça valorise davantage le travail des salariés en insertion, puisqu'ils trouvent que c'est un travail qui a du sens, c'est utile. En plus, le salarié a accès à une mixité des publics, des tâches polyvalentes, donc des nouvelles compétences, des nouveaux relais emploi. Et le salarié va être elle-même, et là tu peux bouger, merci. La salariée va être elle-même accompagnée sur son alimentation, avec l'accès aux légumes, mais aussi au savoir-faire culinaire, plus sain, plus respectueux de l'environnement, qu'elle va ensuite transmettre aux adhérents. Et toutes ces actions sur l'accessibilité alimentaire, le développement territorial, tout ce qui sort un peu de l'insertion, sont financées par des subventions qui sont plus susceptibles, même si ça dépend, d'être basées sur des relations de partenariat et de réciprocité avec les pouvoirs publics, comparé aux conventions en insertion qui sont plutôt tutélaires. Ils sont aussi financés par la réciprocité avec les citoyens qui peuvent apporter des ressources monétaires ou non monétaires, donc des dons, du bénévolat, des apports en nature. Et c'est parce que ce sont des projets qui sont à l'initiative du jardin plutôt que du pouvoir public ou co-construits avec justement les partenaires ou les citoyens. Les jardins réussis, donc on y est déjà, donc pour conclure, si les jardins réussissent à mobiliser autant les citoyens et les pouvoirs publics autour de leur projet, c'est grâce à leur mission de transition écologique et sociale, mais c'est aussi grâce à toutes ces ressources variées qu'on puisse maintenir des missions aussi engagées sur la transition écologique et sociale. Donc les deux sont vraiment impliqués dans le modèle. C'est pas pour dire encore une fois que le modèle est parfait, mais c'est pour rappeler que s'il y a une tension aujourd'hui entre l'économique et le social, c'est parce qu'en plus à la marchandisation et à la normalisation du modèle, parce que ça devient plus marchand, plus institutionnel, alors que toute l'intelligence du modèle, c'est dans le fait qu'on va s'appuyer sur tout un ensemble des logiques et des principes économiques avec tout un ensemble des parties prenantes pour faire un travail social. Donc, au lieu de juxtaposer l'économique, le social, le marchand, le non-marchand, il faut reconnaître la pluralité et la cohérence de ce modèle-là.
Donc, je vais m'arrêter là, mais ravi d'entendre vos remarques et vos questions par la suite. Nous rencontrons aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous, c'est vraiment important. Et alors, par ailleurs, tu as été, je crois, en direction du mémoire de route, donc je crois que tu connais son travail un petit peu. Voilà. Mais c'est pas pour ça que tu es là, donc je vais te laisser la parole pour que tu nous parles effectivement de la façon dont tu perçois un peu là, nos jardins de cocagne. Et in fine, à la fin, je crois que tu vas aborder un sujet avec lequel finalement nous allons partir de ce forum, c'est la question des communs. Alors je signale quand même que tu viens de sortir un ouvrage, hein. C'est la partie Bernard Pivot. Comment il disait déjà? Alors sous la direction avec ses lunettes. Oui, alors sous la direction de Valérie Carréfond et Philippe Hénaud, commun et économie solidaire. Voilà. Donc nous étions à la présentation, et on a trouvé ça fort intéressant. Moi j'y reviendrai, il y a des histoires sur la mafia, sur Terre de Liens, c'est passionnant. Je te laisse le micro. Merci beaucoup pour l'invitation, merci Julien pour cette présentation, bonjour à tous. Donc je vais me poser la question avec vous d'un modèle économique autour des ACI, et puis je vais vous faire trois propositions à débattre, qui sont des propositions à la fois théoriques et pratiques sur lesquelles je travaille. Donc je commencerai mon propos avec cet extrait de la conclusion du rapport Bigas. Les frontières entre ACI et EI, entreprises d'insertion, sont moins nettes qu'il n'y paraît. Une analyse plus poussée des conditions de rapprochement de ces deux modèles mériterait d'être initiée à moyen terme. Donc on voit bien ici la volonté, et derrière le propos, c'est de simplifier les choses. Donc cette simplification, on y reviendra, elle me semble assez malvenue. Puis là, je cite un petit texte du président. On le sent bien, il s'agit ici de réduire l'ACI et son avenir à des critères de performance réducteurs, livrés à la seule rationalisation comptable des politiques d'emploi. Voilà, le problème est posé, il est clair, et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a des tendances à l'œuvre, et qu'il y a, tout à la fois par rapport à ces tendances, il y a des pistes de sortie, selon moi, de ce piège qui est tendu aux ACI. Alors, dans ce piège, il y a un double phénomène que j'évoque là. Le premier, c'est que les entreprises ont évolué. On parle maintenant de nouveaux modèles économiques marchands. Entreprises à mission, entreprises à impact, entreprises sociales. Ces entreprises qui mettent dans leur cadre de cahier des charges, elles le font avec des termes qu'on appelle RSE, RSO, responsabilité sociale des entreprises, responsabilité sociale des organisations. Elles mettent en œuvre des pratiques, des pratiques de gestion, des pratiques d'organisation qui vont dans le sens de gommer un petit peu ce qui est fait par les associations et les coopératives ou les organisations d'économie sociale et solidaire en disant on peut faire la même chose. Et c'est vrai que souvent elles font des choses assez étonnantes pour des entreprises, mais en fait ces nouveaux modèles économiques marchands, ils travaillent à, de cette manière, à invalider le travail des associations. Et puis de l'autre côté, du côté des associations, on a la volonté d'avoir des traductions de modèles économiques qui sont essentiellement à base monétaire. Alors bien sûr, tout ne peut pas être traduit en monnaie, mais on cherche à le faire. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire en engagement bénévole? Quel est l'équivalent en monnaie? Ce qui pose deux questions. Une question d'abord pratique, comment on convertit un engagement en valeur monétaire. Puis deuxième question, est-ce que ça a du sens de faire ça? Est-ce que ça a du sens de tout traduire en engagement monétaire? Est-ce qu'il n'y a pas un danger à faire ça et à renier finalement l'existence même du fait associatif? Donc moi, ça a été, ça c'est des remarques qui sont ciblées sur votre enjeu à vous en tant que réseau, mais moi c'est des enjeux que j'ai abordés largement dans mes enquêtes et mes terrains d'études, parce que c'est un problème général. Donc je construis une intervention sur 3 points. À partir de ce modèle et cette question du modèle économique des ACI, et chercher à redéfinir la notion même d'économie. Ce sera la première perspective que je vous proposais de mettre en débat. La deuxième, c'est est-ce que les ACI sont capables de mettre en œuvre une autre relation au territoire? Et puis je conclurai en précisant un petit peu mon propos, parce que c'est un terme qui est forcément très, très connu et très compris. Est-ce qu'on peut penser des ACI comme des communs? Je vais parcourir les 3 points avec vous. Donc
ce que montre le travail de Russe à l'instant, c'est qu'on ne peut pas réduire les jardins de cocagne à une traduction monétaire, qu'il se passe autre chose, qu'il se passe des éléments qui dépassent la sphère marchande, même si la sphère marchande est une partie importante de l'activité à travers l'insertion des jardins de cocagne. Alors il y a un auteur qui est important pour ça, c'est Karl Polanyi, qui a dit que c'était une tromperie, une erreur, de penser que l'économie serait utilisée à l'économie de marché. C'est une erreur commune, on parle d'homo economicus. Il y a une domination de l'économie marchande sur l'ensemble de l'économie. Et par un travail historique et anthropologique, Karl Polanyi a montré que, non, l'économie, c'était trois logiques qui se juxtaposaient, qui s'articulaient. Une logique marchande, bien sûr, aussi une logique de redistribution, l'État redistributeur, ou une logique de réciprocité, cet engagement réciproque entre des acteurs qui peuvent participer d'une économie domestique, d'une économie familiale ou d'une économie solidaire. Donc ces trois enjeux se complètent pour définir plus précisément l'économie des jardins de cocagne et donc à partir de ça de la spécificité modèle. C'est un petit peu ce que vous a montré Russe tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va hybrider des ressources, quand on parle d'hybridation des ressources, ressources marchandes, ressources non marchandes, par exemple les subventions, ressources non monétaires, les apports en termes d'engagement, les apports en termes d'apport en nature. Alors Karl Polanyi va un peu plus loin que ces trois éléments, il dit qu'il y a un travail idéologique autour de trois facteurs. L'économie, il dit que le travail n'est pas une marchandise, parce que ça n'a jamais été produit pour être une marchandise, mais qu'avec la domination de l'économie marchande, on tente à nous parler du marché du travail, et que tout ça c'est un rapport entre l'offre et la demande. Donc la première chose qui remet en cause, c'est ce qu'il appelle une marchandise fictive, le travail. Il reproduit le même schéma pour la monnaie. La monnaie n'a pas été créée pour être spéculée, par contre elle fait l'objet de spéculation, donc elle est devenue une marchandise. Donc pour Karl Polanyi, là aussi c'est un problème. Et puis le dernier point qui nous touche tous actuellement avec les questions de transition écologique et sociale qui viennent d'être évoquées à l'instant, c'est la marchandisation de la nature. La nature n'a pas été produite pour faire être une marchandise, par contre elle est marchandisée par cette domination de l'économie marchande. Vous voyez que derrière ces enjeux, cette vision théorique de l'économie se joue la possibilité de distinguer une association d'une entreprise. Deuxième élément qui me semble important, qu'on peut mettre en débat, qui ouvre là encore sur des perspectives à la fois pratiques et théoriques, c'est, là j'ai repris les termes de votre président de Gaulle, l'énergie locale interconnectée, cette idée de recherche de cohésion économique et sociale sur le territoire, dans une logique d'inclusion sur laquelle pas mal de jardins de cocagne se sont investis, qui pose la question de avec qui on travaille sur ce territoire, quels sont nos partenaires, quelles sont nos activités, comment on fait sens de tout ça, comment on s'organise sur ce territoire, comment on en fait un territoire de solidarité. Et là, il y a des initiatives qui sont intéressantes. En dehors de vous, il y a les territoires zéro chômeur, il y a les PTCE, pour le territoire de coopération économique. Un certain nombre d'initiatives d'acteurs de la solidarité qui essayent de se regrouper pour jouer à plusieurs et faire en sorte qu'on puisse transformer le paysage économique en transformant les relations entre les acteurs qui peuvent le rendre plus solidaire, ce territoire. Donc ça passe par des types de gouvernance multi-acteurs, des gouvernances démocratiques, ça passe par les détonner de la voix à tout le monde, et moi je pense que ça fait écho à la thématique de votre réunion aujourd'hui, c'est la fierté. Et puis ça veut dire aussi que tout ça c'est encastré, que c'est pas laisser la liberté du marché, et que c'est discuté, que c'est dialogué, que c'est délibéré, que c'est ancré dans les pratiques sociales. Voilà, donc cette notion de gouvernance territoriale et solidaire me semble une piste, là encore, à débattre avec vous. Dernière piste que je soumets à votre analyse, c'est celle des communs, avec l'idée de défendre les ressources partagées, celle des ACI, et les défendre comme des communs. Alors qu'est-ce que ce sont des communs? Les communs, ils ont été définis théoriquement par une américaine, Elinor Ostrom, qui était la première femme économiste à avoir le prix Nobel d'économie. Elle l'a eu sur cette théorie des biens communs, et elle distinguait, enfin, elle a
ajouté à la compréhension du mode économique un troisième bien. Avant elle, il y avait les biens publics et les biens privés, il n'y avait rien entre les deux. Elle crée la catégorie des biens communs, elle dit, voilà, il y a des biens collectifs qui font l'objet d'une gestion collective, c'est des biens communs. Alors là-dessus, avant elle, il y avait des auteurs libéraux qui avaient dit que quand un bien est commun, c'est-à-dire qu'il est accessible à tout le monde, il disparaît. Donc c'est Gareth Hardin qui dit ça, la tragédie du commun. Pour rien laisser en commun, sinon c'est malmené. Donc tout ça c'était pour faire l'apologie de la propriété privée, bien entendu. Alors Emile Ostrom, elle est partie sur des endroits où la propriété privée a du mal à s'exercer avec des clôtures, elle est partie voir des pêcheurs. Des pêcheurs qui travaillent ensemble sur des zones de pêche et qui s'entendent entre eux pour se donner des règles collectives par délibération, qu'ils font respecter eux-mêmes parce qu'ils sont sur le territoire de pêche, pour préserver la ressource au mieux et préserver leur activité économique. Donc c'est cette démarche-là de commun à défendre, qui me semble intéressant, parce que là dans le livre dont parlait tout à l'heure Julien, a fait intervenir la parole de Terre de Liens, qui eux se pensent comme des communs. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir ouvert ce dialogue sur la question des communs. Alors pour Elinor Ostrom, la gestion des communs est la meilleure façon de préserver les ressources naturelles locales. Elle a été très investie sur la question de la transition. Elle fait partie des premières personnes à avoir pensé qu'il ne fallait pas seulement attendre qu'il y ait des réponses individuelles ou nationales et internationales au problème de l'environnement, qu'il fallait avoir des réponses collectives locales. Donc par cette question des communs, elle faisait la promotion de ce genre d'organisation. Alors, un commun, c'est une communauté d'acteurs, des acteurs qui délibèrent, qui s'auto-organisent, qui se donnent des règles propres, celles du collectif. Et si ces règles sont en décalage par rapport à la législation, les modalités d'organisation habituelles, les pratiques organisationnelles d'autres acteurs, et on met ça en discussion. Et c'est là que l'innovation peut avoir lieu et que les évolutions des territoires, de l'économie, de capacité à penser l'action collective évoluent. Alors vous l'avez compris, ces trois pistes ne sont pas exclusives, elles se conjuguent. On peut conjuguer la notion d'économie plurielle, la notion de territoire solidaire et la notion de commun. L'enjeu autour de ces trois perspectives, c'est d'être plus résilient, d'avoir cette capacité de résistance, parce que là, il s'agit de résister à une domination du monde marchand, pour montrer qu'il y a des organisations qui sont des associations, qui sont des coopératives d'intérêt collectif, qui sont des coopératives, qui ne se confondent pas avec les entreprises. Travailler sur cette différence me semble essentiel. Ce qui m'a mis dans le travail, c'est justement travailler sur cette différence. Parce que s'il y a des différences entre les organisations, il y a des différences entre les rationalités qu'elles mettent en œuvre, il y a des différences entre les pratiques qu'elles mettent en œuvre, il y a des différences dans leur gestion, il y a des différences dans leur modèle économique. Et ça me semble très pertinent, à la fois sur le plan pratique et sur le plan théorique, pour défendre un parallèle qui va peut-être vous parler, parce que vous, Jardin, vous êtes au courant de ce que c'est que la biodiversité, vous communiquez autour de vous autour de cette notion de biodiversité. Mais moi, je fais un parallèle avec le fait que j'appelle la sociodiversité. On distingue une association d'une entreprise, que sans distinction, on fait de la sociodiversité et on garantit à notre tissu économique et social d'être plus fort en capacité de faire face aux crises. Et puis, dernier point, même sur lequel je conclurai mon propos, c'est que derrière ces pistes, économie plurielle, territoire solidaire, commun, il y a de nouveaux imaginaires d'action collective qui se dessinent. Et c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est de modifier notre façon de penser, notre façon d'agir et notre façon de communiquer pour préserver le monde d'aujourd'hui et de demain. Parce que là, il y a beaucoup de choses à faire, vous le savez. Merci pour votre attention.